Bonjour mes chers étudiants, dans cette nouvelle vidéo de travail dirigé, donc c'est la séance numéro 3. Aujourd'hui, je vous propose une analyse d'un contrat qui est très très spécifique, celui de l'apport en nature d'un bien immobilier à une société. Donc vous avez tous fait du droit des sociétés l'année dernière, vous avez vu les apports, donc il y a différents types d'apports que l'on peut ramener aux sociétés, un apport en nature, en industrie et en numéraire. Donc, en numéraire, c'est tout ce qui est argent, tout simplement. En nature, ça veut dire que je peux apporter des biens meubles ou immeubles à une société. Et lorsqu'on a un apport en industrie, c'est plutôt mon savoir-faire. Donc, cet apport en industrie n'est pas admis dans tous les types de sociétés. Il n'est admis que dans les sociétés de personnes, le commandité, par exemple, dans la société en commandite simple, ou encore les associés de la société en nom collectif peuvent parfaitement ramener un apport en industrie. Au niveau de la SARL, la base et la règle est que l'apport en industrie n'est pas admis, sauf dans quelques cas exceptionnels. Le cas de l'apport en industrie lorsqu'il est étroitement lié à un fonds de commerce, par exemple. Là, c'est admis. Par contre, au niveau des sociétés de capitaux, l'apport en industrie n'est pas du tout admis. Seuls les apports en nature et en numéraire qui sont admis, et dans tous les cas de société. Alors moi, je vais insister sur l'apport en nature et plus précisément sur le type d'apport sous forme d'un bien immobilier. Lorsque je ramène un apport à une société, c'est un transfert de propriété, soit totale ou partielle. J'insiste sur ça, je vais expliquer pourquoi. Et l'essentiel pour moi aussi, c'est que vous compreniez que cet apport qu'on va ramener n'est pas un transfert de propriété forcément définitif, c'est un transfert peut-être qu'on peut récupérer également plus tard. Le bien, on peut le récupérer plus tard. Donc, c'est quand même assez spécifique. Ce n'est pas comme une vente immobilière ordinaire que vous pouvez connaître. C'est pour cela, d'ailleurs, regardez le titre du contrat lui-même. On ne parle même pas simplement d'un type de contrat, mais d'un traité d'apport, ce qui va être très, très particulier. Pourquoi j'ai dit que parfois on peut ramener un apport en totalité ou partiellement? Ça dépendra. Est-ce que je vais ramener la pleine propriété du bien? J'ai un appartement, par exemple. Est-ce que je vais ramener la pleine propriété, donc l'usus, le fructus et l'abusus? Ou bien est-ce que je vais ramener simplement l'abusus de l'appartement, ou est-ce que je vais ramener plutôt simplement le fructus de l'appartement? Quelle est la différence entre les trois situations? Je vous explique, mes chers étudiants. La première situation est que je ramène la pleine propriété de l'appartement, c'est que la nouvelle société va avoir la propriété de tout l'appartement. Elle va pouvoir l'utiliser, elle va pouvoir le vendre, elle va pouvoir l'hypothéquer, le donner en garantie, etc. Lorsque je vais ramener que l'abusus, le droit de disposer de l'appartement, elle ne va pas pouvoir l'utiliser. C'est moi, en tant qu'associé, qui vais toujours utiliser l'appartement. Par exemple, je peux même continuer à y habiter, mais il va figurer dans l'actif et dans le capital de la société. Donc, par conséquent, une banque, par exemple, peut parfaitement octroyer un crédit en contrepartie de cette garantie. Maintenant, troisième situation, je peux ramener cette fois-ci l'usufruit uniquement bien. Donc, moi, en tant qu'associé, je garde le droit de disposer et la société ne va faire que profiter de l'appartement. Par exemple, elle va l'utiliser comme un bureau, comme un local de formation ou autre. Et donc, je vais ramener uniquement le droit de l'usufruit. Bien sûr, quand je vais ramener la pleine propriété, la valeur de ce que je vais ramener est supérieure à ce que je vais pouvoir ramener autant qu'usufruit ou bien seulement par le droit de disposer. Et donc, la contrepartie du capital social va être beaucoup plus élevée également ou bien beaucoup moins élevée. Ça dépendra de ce que je vais ramener. Est-ce que je vais ramener la pleine propriété ou bien la nue propriété ou bien l'usufruit? D'accord? Si je ramène la pleine propriété, la société deviendra propriétaire. Si je ramène l'usufruit, la société deviendra usufruitière. Et si je ramène la nue propriété, ben, la société deviendra nue propriétaire, bien entendu. Alors, en contrepartie, on va donner à l'associé soit des parts sociales si on est face
à une société à responsabilité limitée ou bien à une société de personnes, telle que la SNC ou la société en commandite simple. Si je suis maintenant plutôt face à une société de capitaux telle que la société anonyme, ben, on va plutôt ramener ce qu'on appelle, pardon, on va plutôt avoir comme contrepartie ce qu'on appelle des actions. Alors maintenant, bien entendu, qui va évaluer cet apport? Ça va être un commissaire aux apports qui va faire son évaluation. Il va dresser un rapport d'expertise du commissaire aux apports qu'on devra joindre à ce traité d'apport, justement. Alors, regardez avec moi, mes chers étudiants, je vous demande de télécharger, s'il vous plaît, le contrat que j'ai partagé avec vous sur la plateforme. Donc, comme toujours au niveau de tous les types de contrats, comme je l'avais signalé la dernière fois, on donne le titre du contrat, sur quoi porte le contrat, son objet en fait. Donc ici, clairement, on voit déjà qu'on est face à un apport en nature entre un monsieur X au profit d'une société. Donc, comme toujours, la première des choses à faire, c'est qu'on doit exposer qui a comparé en fait, qui compare les parties. Et on doit les identifier par toutes les informations susceptibles de les identifier. Donc, quand on a face à nous une personne physique, c'est toujours le nom, prénom de la personne, le numéro de sa carte d'identité, son adresse, benki, benski, quand c'est une femme. Alors, toutes les informations qui apparaissent sur sa carte d'identité. D'accord? Ensuite, lorsqu'on a une société, regardez, donc en comparé, on a d'une part Monsieur Tarek, fils de Ahmed Ben Salah, etc. Voilà son adresse, etc. Et d'autre part, on aura la société. Donc, pour les sociétés, comme j'avais dit et expliqué la dernière fois, toujours donner la forme juridique de la société. Quand c'est une SARL, c'est une société à responsabilité limitée. C'est une société anonyme, par exemple, il faut donner le mode de gestion. Est-ce que c'est une société anonyme à conseil d'administration ou est-ce que c'est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance? Donc, toujours, on donne la forme juridique de la société, sa dénomination sociale, son siège social, son capital, son numéro de registre de commerce obligatoire. Ici, on ne le retrouve pas d'ailleurs, mais c'est une erreur. Je pense qu'ils vont le mettre plus tard. Il faut déjà l'exprimer dès maintenant. Et puis aussi, essayer de présenter qui a les pouvoirs de présenter cette société. Si on est face à une société anonyme, ça va être probablement le PDG, président directeur général, lorsqu'on a un président qui cumule de fonctions, qui est par exemple en même temps président du conseil d'administration et qui est en même temps directeur général. Quand on est face à une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, on peut avoir un directeur unique, on peut avoir un président du directoire, etc. Donc, on doit mentionner qui représente aujourd'hui légalement cette société. Et par quels moyens? Est-ce que c'est par une délégation de pouvoir? Est-ce que ce sont les statuts qui ont prévu les pouvoirs de ce représentant légal? Est-ce qu'il y a eu une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui a été tenue pour prévoir la représentation légale et donc on doit joindre le PV de cette dernière assemblée générale, etc. Donc je dois donner toutes les informations en relation avec les parties. Alors, ici, regardez lesquels, d'autre part, lesquels agissant ci-dessus ont requis le notaire. Donc, ils ont demandé du notaire de donner l'authenticité de cet acte. Donc, ici, directement, à partir du moment où on rédige, l'acte est systématiquement authentique. Ce n'est pas du tout le cas pour les actes établis par les adultes, encore moins pour les actes établis par les avocats, même quand ils sont agréés devant la Cour de cassation. Donc, ici, ils sont automatiquement authentiques. On n'a même pas besoin de légaliser la signature. Et puis, on fait référence, bien sûr, à l'article 42 de la loi 3209 sur la langue, comme j'avais expliqué la dernière fois, on va le retrouver à chaque fois. Donc, comme quoi, normalement, on est censé préparer le contrat en langue arabe, mais puisque les parties conviennent à le faire en langue française, donc il n'y a aucun problème à le faire. Alors, ensuite, on expose. Donc, les parties, pourquoi elles sont venues aujourd'hui? Pourquoi elles se présentent? Pourquoi elles comparent devant le notaire et elles lui demandent de donner authenticité de l'acte? Elles restructurent en fait leur patrimoine immobilier. Donc, Madame X et Monsieur Y décident d'apporter un terrain. Donc, le bien immobilier ici, c'est un terrain en fait. Alors, voilà ce qui m'intéresse. Ils sont en fait propriétaires de ce terrain.
Regardez, on montre ici déjà le titre foncier. On peut le faire ou bien on peut le faire aussi dans la rubrique de la désignation du bien. On donne sa superficie, etc. Tout ça, où on le retrouve? On le retrouve au niveau du certificat de propriété délivré par la conservation foncière. L'acte d'apport, les apporteurs comparants de première part apportent à la société, donc sous les garanties, ce qui est accepté par la société. Regardez la pleine propriété du bien immobilier. Donc ici, on ramène la pleine propriété. On n'est pas que dans la nue propriété ou l'usufruit, mais dans la pleine propriété. Alors, regardez le bien dont la désignation suit. Donc là, c'est la rubrique qui m'intéresse aussi, désignation. Donc toujours, on retrouve ça. Ou comment on peut faire la désignation? Donc, comme j'ai dit, à travers le certificat de propriété, à travers le duplicata aussi, quand au moment de l'acte de vente, on devrait l'avoir aussi, ou bien le présenter à la conservation foncière. Donc, c'est un terrain qui est situé apparemment à Ain Ouda, donc c'est à Rabat. Regardez le numéro, donc c'est 50 800/38. Alors, ce 38, c'est tout simplement l'indice, donc pour nous montrer où se trouve le bien. Chaque conservation foncière a des indices qui lui sont propres. Donc, vous n'allez pas trouver les mêmes indices à Insbek, à Bouskoura, Karaba, Katemara, etc. Donc, soit un apport global évalué pour les besoins de l'apport à 700 000 dirhams. Donc ici, on a déjà eu un rapport. Il faut le mentionner comme quoi on va le joindre à ce traité d'apport pour que les parties soient fixées. Alors, l'origine de propriété, cette rubrique, comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'est pour désigner en fait les propriétaires eux-mêmes, comment ils ont eu la propriété de ce bien. Donc, c'était tout simplement en vertu d'un acte notarié, donc c'était un acte de vente. Et regardez, on donne la date de cet acte, le RE, le OR, donc c'est la recette, l'ordre de registre, etc. Ce sont les informations qu'on retrouve sur le cachet, tout simplement qui a été fait par le service de l'enregistrement. Donc, on doit toujours le mentionner pour permettre justement à la direction des impôts de pouvoir rapidement se situer au niveau de ces informations. Alors, propriété et jouissance, là, cette rubrique, c'est en fait pour expliquer que la propriété effective et la jouissance de la société, elle ne sera propriétaire du bien qu'à partir du moment de l'inscription et non pas des signatures. Donc, c'est l'effet légal et constitutif de l'inscription d'après les articles 66 et 67 de la loi 1407. Vous voyez pourquoi c'était très important pour moi au niveau de ce travail dirigé d'analyser ces contrats. C'est en fait pour concrétiser un peu plus, donner ce côté pratique à ce qu'on a vu en théorie au niveau du cours. Donc, la propriété réelle effective, et elle aura la jouissance, la société n'aura la jouissance par la prise de possession réelle qu'à compter du jour de l'inscription de ce traité-là et pas avant. Alors, les charges et conditions, là, généralement, on doit préciser est-ce que le bien souffre de certaines charges, telles qu'une hypothèque ou autres, certaines servitudes de passage, etc. Apparemment, ici, il n'y a pas vraiment de charges, à part les servitudes passives qui sont apparentes ou occultes, les servitudes de police, de pompiers, etc., que l'on connaît tous. Donc, c'est un peu du copier-coller de cet article qu'on retrouve un peu partout. Mais attention, quand il y a des exceptions, il faudra absolument le mentionner. La même chose pour les conditions, etc. Alors, regardez l'évaluation de l'apport. Donc, c'est une autre rubrique. En vertu, là, c'est ce qui m'intéresse. Regardez, évaluation, attribution. En vertu du rapport du commissaire aux apports, dont une copie est annexée, donc il faut absolument l'annexer. Le bien immeuble désigné est évalué à la somme de 700 000 dirhams et en rémunération de leurs apports, Monsieur X et Madame Y ont été attributaires de 7 000 parts sociales. C'est une société à responsabilité limitée. Donc, systématiquement, on leur donne en contrepartie 7 000 parts. Et donc, chacun d'eux va avoir à part égale 3 500 parts. D'ailleurs, il faut préciser aussi le régime sous lequel ils sont mariés. Est-ce qu'ils bénéficient de l'exception de l'article 45 de la Moudouana ou pas? Ça, c'est très important pour savoir est-ce qu'ils sont soumis au régime de la séparation des biens ou pas.
Alors, rémunération des apports. Les apports qui précèdent déclarés par Monsieur Tarek et Madame Rachida euh, sont consentis à accepter moyennant l'attribution à la société du terrain dont ils sont propriétaires, faisant l'objet du titre foncier 50 429 sur 38, d'une superficie de 155 mètres carrés, etc. Donc là, c'est simplement une petite répétition qu'on aurait franchement pu éviter. Alors, consignation suspensive. Donc là, vous trouvez certaines conditions particulières. Le présent apport est fait sous la réalisation de conditions suspensives. Donc ça, c'est très important. Donc c'est un type de consommation-vente en fait ici. Et c'est quoi cette condition? C'est l'approbation de l'Assemblée générale extraordinaire, donc l'AGE, qui sera appelée à l'augmentation. Puisqu'on ramène un apport, mes chers étudiants, c'est qu'il aura certainement une augmentation du capital social. L'augmentation du capital social se fait par plusieurs moyens, donc je ne vais pas entrer trop dans ces détails, mais juste pour information, quand on est par exemple face à une société anonyme qui est cotée en bourse, ben, je peux émettre de nouvelles actions, de nouvelles obligations, ça me permettra d'augmenter mon capital social. Parfois, je convertis des obligations en actions. Ça me permet aussi d'augmenter mon capital. Ce qui est très courant aussi, c'est justement les apports. Quand on ramène des apports, on va augmenter le capital social. Parfois, tout simplement, la valeur minimale de l'action ou bien de la part sociale, on va la réviser. Si auparavant, elle était, je caricature, de 100 dirhams, elle deviendra de 200, de 300 dirhams ou même plus, ce qui fera que ça augmentera le capital. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est que l'augmentation du capital social, ce n'est pas une décision facile. On est obligé de passer par l'Assemblée générale extraordinaire avec des conditions de quorum et de vente assez spécifiques. Vous les connaissez à travers l'étude du cours de droit des sociétés. Et donc, c'est pour cela qu'au niveau de la rédaction de ce traité, il a été clair qu'il y a une condition suspensive si jamais l'Assemblée générale extraordinaire refuse d'augmenter le capital, ce que je ne pense pas, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit juridiquement parlant, c'est une condition suspensive. Si cette condition n'est pas réalisable, tout simplement, ce traité n'aura pas lieu, tout simplement, comme s'il n'y a eu strictement aucun contrat ni traité. Alors, on a ensuite une rubrique pour les déclarations. Est-ce que, par exemple, il y a des déclarations spécifiques? Est-ce qu'il y a des hypothèques ou autres? Ça, c'est juste une rubrique faite pour que si l'une des parties a besoin d'exprimer et d'éclairer une information précise, il faut le faire le plus vite possible. Alors, tout ce que vous avez après, déclaration état civil, élection des domiciles, tribunaux, etc., c'est tout simplement, est-ce qu'on aura des tribunaux qui sont compétents? Tout d'abord, parce qu'on aurait pu avoir ce qu'on appelle la clause compromissoire, donc sur l'arbitrage. Donc, on peut prévoir une rubrique sur l'arbitrage, dire qu'en cas de conflit entre les deux parties, la société, c'est l'arbitrage qui sera le mode alternatif de résolution de conflit et non pas le tribunal. Ici, non, on a dit clairement que c'était les tribunaux de Rabat qui sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations et non pas d'autres tribunaux. Ben voilà, ensuite, il y a des rubriques sur les pouvoirs. Les comparants requièrent Monsieur le conservateur de la propriété foncière de bien vouloir procéder à l'inscription du présent acte et on donne pouvoir au notaire de partir faire cette inscription. Donc, le notaire n'a pas pouvoir systématiquement, lui ne fait que représenter les parties qui ont comparu. Et puis voilà, donc on a ensuite des formalités, comme quoi il y aura une copie de ce qu'on appelle la minute des présentes, c'est ce qu'on appelle minute, il y a aussi la terminologie de l'expédition, etc., qui sera déposée pour l'inscription à la conservation foncière. Donc ce sont des types tout simplement d'informations qui sont importantes. Ensuite, donc là, si on voit l'autre page, donc aussi c'est toujours des déclarations, donc sincèrement c'est un contrat où il y a beaucoup de répétitions, on peut l'éviter normalement, donc dans une seule rubrique déclaration on fait toutes les déclarations qu'il faut. On a donc la loi de la convention qui a été déjà mentionnée aussi. Lecture des lois fiscales, ça c'est important, vous allez les retrouver dans tous les actes notariés parce que le notaire est tenu de lire un certain nombre de lois et d'articles, notamment fiscales, d'après
le Code général des impôts qui fait mention d'une telle obligation. Ce sont généralement les articles 187 relatifs aux sanctions des fraudes et de complicité de fraude, les articles 208 pour les paiements tardifs des impôts, des droits et taxes, etc. Donc ici, c'est en fait la direction des impôts qui est en train de se protéger et aussi le notaire qui dit clairement qu'il a à haute voix lu ces articles-là, que les parties disent clairement qu'elles ont pris connaissance de ces parties et qu'elles sont conscientes de tout ça. Voilà, mes chers étudiants, les parties reconnaissent expressément avoir reçu toutes les explications nécessaires et, avoir été informés en toute clarté et connaissance de cause par le maître concerné. On doit donner par la suite l'acte, il a été fait et passé où exactement, à quelle date, à quelle heure, les signatures des parties. D'accord. Et préciser une nouvelle fois comme quoi les parties ont bien connaître la langue, qu'elles n'ont pas eu besoin du tout de traducteur. D'accord. Ou bien si jamais on a eu recours à un traducteur, l'inverse, qu'il y a eu réellement un traducteur. Voilà, mes chers étudiants, donc j'espère que ça a été bénéfique pour vous. C'était très important pour moi de partager avec vous ce modèle de contrat pour deux raisons. Tout d'abord, ça nous permet de connaître un peu les différents types de contrats qui portent sur un bien immobilier. Qui dit bien immobilier ne veut pas dire forcément juste une hiba, une sadaqa ou bien une vente normale ordinaire. J'ai aimé voir avec vous plus précisément ce type de contrat. Donc, c'est un apport à une société. Pardon, c'est un apport à une société. Et puis, ce qui est le plus intéressant aussi, c'est que ça complète votre formation aussi en droit des sociétés. C'est un côté pratique, si vous voulez, de ce que vous avez pu voir en théorie. Voilà, mes chers étudiants, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Je vous souhaite très, très bon courage et je vous dis à très bientôt.